Non, merci à vous de cette invitation, d'avoir pu vous écouter déjà. Et puis, en particulier, que ça soit un collège des psychologues qui fasse cette invitation. Comme on vient de le voir, nous sommes cousins germains. Notre famille est un peu compliquée. Et, non, et puis, je vous remercie aussi d'avoir trouvé... vous savez, quand on nous propose de venir faire une conférence, en fait, l'intérêt vient du fait de pouvoir échanger avec les collègues, et c'est très important de pouvoir échanger après que vous me posiez des questions, parce que ça fait réfléchir par rapport à un texte écrit. Mais vous suscitez un sujet, vous voyez, et du coup, ça fait... Parce que nous, on est dans une routine, on pense un peu toujours à la même chose, on a nos dadas, etc. Et là, la question de l'opérationnalisation du soin, de la protocolisation du soin, est un très beau sujet. Voilà, c'est un beau sujet. C'est un beau sujet que je n'avais pas perçu. En tant que statisticien, quand je suis professeur de statistique, c'est la vie. Donc forcément, on est dans le protocole, l'opérationnalisation, etc., etc. Et bien sûr que je m'interroge à ça, et d'ailleurs je le vis au quotidien, ne serait-ce que j'exerce à l'hôpital Robert Debré, une petite consultation. Et récemment, on a des dossiers papier. Récemment, on doit passer sur un ordinateur. Les dossiers doivent être informatiques. Donc, il faut écrire sur l'ordinateur. Et je dis aux gens, aux informaticiens qui arrivent, je leur dis, mais vous n'avez pas réalisé que quand on écrit sur l'ordinateur, on ne regarde plus les gens. Alors, ils me regardent comme ça. Et je dis, mais vous demanderiez à un chirurgien d'opérer avec des gants de boxe? C'est évident. Et comment voulez-vous que... C'est dur, en fait, de regarder les gens dans les yeux. C'est quelque chose de fort. Et s'il y a un ordinateur, un soignant, il va regarder l'ordinateur. Hein. Ah oui, vous allez mal, etc., etc. Vous voyez. Et personne ne se pose la question. Personne ne s'est posé la question, est-ce que rédiger un dossier sur un écran d'ordinateur, est-ce que ça ne pose pas un problème dans le soin? Et donc, vous voyez à quel point l'opérationnalisation des soins infiltre tout sans qu'on s'en rende compte. Et bon, alors moi je suis un peu âgé, je dis bon, voilà, c'est l'ordinateur, bon, ça va passer, mais c'est quand même pas normal. Et puis on voit quand même que ça atteint des proportions très profondes au-delà du soin dans la société. Et j'ai été très frappé par tout à l'heure l'intervention de M. Fortuné qui représente votre collège, si j'ai bien compris, avec l'émotion qu'il y avait dans ce qu'il disait par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après l'épidémie, on sent que dans le monde du soin, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentiments par rapport à comment le soin est construit, avec le fait que le soignant est devenu effectivement un objet. D'ailleurs, dans beaucoup d'hôpitaux, vous voyez avec ce qui se passe avec les infirmiers et les infirmières, hein, le matin vous êtes là, le lendemain vous êtes ailleurs, etc. Et là, je voyais récemment, on avait une réunion de pôle hier, et la collègue qui s'occupe des urgences dit, ben voilà, donc ils reçoivent des adolescents en crise, vous voyez tous de quoi je veux parler. Quand il y a un soignant qui arrive le matin pour partir le soir, avec des adolescents en crise, il se fâche. Vous voyez, il n'y a pas de possibilité de construire un lien. C'est juste pas possible. Parce que l'énergie que ça demande, de toute façon, pour demain, c'est fini puisqu'il ne sera pas dans le même service. Et donc, du coup, le service part en délitement. Et ça vient vraiment de ça, de ce sur quoi vous interrogez, cette question de pourquoi ça se passe comme ça alors que c'est absurde. Donc c'est un très beau sujet. Comment on le prend? Alors, Emmanuel Venet, cet après-midi, il a dans son titre néolibéralisme, et bien sûr que ça a à voir. Et donc du coup, comme il va en parler, je vais faire l'effort de ne pas prononcer ce mot pour ne pas spolier sa conférence. Donc je vais essayer, si vous voulez, d'agir comme un clinicien. Vous voyez, pour moi, cette histoire est systémique. C'est que la question de l'opérationnalisation, de la protocolisation, elle est systémique dans notre société. Et je vous propose d'agir comme un systémicien devant une famille qui dysfonctionne
Et avant de rentrer but en blanc dans la question qu'est-ce qui se passe, ça dysfonctionne, etc., de faire un pas de recul, de regarder le système et de se demander, mais finalement, pourquoi c'est comme ça, ça obéit à quelle logique? Parce que forcément, si c'est comme ça, c'est qu'il y a une logique. C'est que ça rend quelque part service pour quelque part. Sinon, ça ne serait pas comme ça. Voilà. Et alors, bien sûr, ça va être difficile pour nous, par moment, de dire « Ah, mais oui, mais ça rend service. Ah, mais oui, mais c'est bien, parce qu'en fait, on en souffre. » Mais comme un clinicien, c'est exactement pareil. Parfois, ce qu'on voit, on est obligé de constater que ça conduit à des renforcements positifs dans la vie de la famille, même si ça dysfonctionne. Voilà, c'est la vie. Mais qu'il faut avoir ce positionnement de clinicien, de recul, de neutralité, même si nous... Alors là, c'est encore plus difficile parce que nous sommes impliqués dans le sujet, puisque nous sommes soignants. Voilà, donc c'est la position que je vous propose. Bien sûr, ce n'est pas simple, parce que ce sujet interroge la société, donc les outils épistémologiques pour les traiter sont multiples. Sont multiples. Voilà, alors, en avant. Alors, je crois que à la base de ce truc-là, il y a quelque chose de très profond chez l'humain, dans son fonctionnement psychologique, qui est étiqueté par l'opposition entre la logique et l'intuition. Vous voyez ce que je veux dire déjà. C'est entre... Et alors, on voit que ça se décline de plein de façons différentes depuis toujours. Et d'ailleurs, logique, intuition, étymologiquement, vous savez, ça vient du grec et du latin, le logos, donc c'est vraiment très fort dans la philosophie grecque, c'est le discours rationnel, et l'intuition, ça vient du latin voir. Et c'est vrai que vous voyez bien que l'accès à la connaissance, quand on parle, quand on essaie d'être rationnel, ben c'est pas la même chose que quand on voit. Alors quand on voit un tableau, mais même quand on voit une famille ou un patient, en entretien, parfois on voit des choses. Et c'est pas pareil qu'un recueil sémiologique précis qui va construire un syndrome et décider d'une maladie. C'est bien deux accès différents à la connaissance. Et d'ailleurs, certains préfèrent l'un ou préfèrent l'autre. Alors il y a la question du transmissible et de l'intransmissible. Alors on a eu de la poésie tout à l'heure, on a Emmanuel Venet qui écrit des romans avec le caractère un peu intransmissible de ce qui se passe, et, enfin, que l'on transmet mais d'une autre façon, d'une façon qui résonne en nous, au contraire d'un discours scientifique protocolisé, où là l'objectif c'est que ça soit transmissible directement, sans ambiguïté. Et d'ailleurs, si on revient au grec, vous savez, ils opposaient le logos au mythos, en disant, les philosophes, ils discutaient rationnellement, c'était important, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, donc il faut être rationnel. Mais il y a les mythes aussi, les mythes sont très importants pour eux, parce que ça permet d'accéder à une autre forme de savoir qui parfois est difficile à caractériser avec le logos. Il y a besoin des deux. Monosémie, polysémie, il y a des gens qui ont horreur de la polysémie. Et on en voit beaucoup chez mes collègues scientifiques. Le fait que quelque chose puisse dire plusieurs choses, c'est même angoissant. C'est même angoissant parce que du coup, de quoi on parle, si ça veut dire plusieurs choses. Et à contrario, il y a des gens qui ont horreur de la monosémie parce que c'est écrasant, voilà, parce qu'il n'y a pas d'espace pour respirer autour du sens. L'esprit de finesse, l'esprit de géométrie, vous voyez, ça date déjà il y a plusieurs siècles, mais on voit bien qu'il y a une façon un peu carrée de jouer avec les symboles, mais on est un peu microscopique, on est local, voilà, et puis l'esprit de finesse qu'il y avait dans la poésie de ce matin, où quelques vers, tout d'un coup, vous permettent de concevoir globalement une humanité. Alors, alors après on se retrouve au lycée, les sections scientifiques et les sections littéraires.
Ben voilà, hein, dès tout petit, hein, tac, il faut choisir son camp. Et là, on a bien vu que dès qu'on essaie de déconstruire, hop, ça revient. C'est impossible de déconstruire ce truc, hein. Les sciences dures et les sciences molles, et vous voyez quand même, tout le monde dit ça, hein. Alors on dit, les sciences molles, ah non, non, mais enfin je dis ça, ouais, enfin sauf que c'est mou, quoi, hein, voilà. Et si c'est mou, bah si c'est mou, c'est pas cool. Hein. Alors que... Alors, il y a, vous savez, Kahneman, psychologue, un prix Nobel d'économie, bon, psychologue, pas clinicien, hein, à coup sûr, qui dit, vous savez, le système 1 et le système 2 de traitement de l'information, et d'ailleurs un qui est un peu intuitif et l'autre qui est un peu logique, hein, un qui est rapide mais qui se plante, mais l'autre qui est lent et qui se plante moins. Alors, peut-être que j'ai pas lu en profondeur ces travaux, parce qu'on ne peut pas lire tout en profondeur, mais on entend beaucoup ça, et ça me dérange un peu. Vous voyez, ça me dérange un peu de réduire l'intuition à quelque chose qui va vite et qui se plante. Comme si la logique avait vraiment accès à quelque part la certitude et l'assurance. On voit bien que dans la réalité, c'est faux. Hein, c'est faux. Et donc on voit déjà que il y a un biais social, hein, autour de ces différentes façons de penser. Et je conclus sur cette partie par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jacques Nimier, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était professeur de mathématiques, et puis qui est devenu psychanalyste et qui a été professeur de sciences de l'éducation autour de l'apprentissage des mathématiques, et qui a écrit un livre qu'on peut encore trouver sur le mode de relation aux mathématiques, la relation d'objets aux mathématiques. Et c'est très drôle parce qu'il dit quelque chose qui est complètement évident, c'est que dans votre représentation, au moins, de la personnalité d'un prof de maths, c'est pas la même chose que d'un prof de français. Vous voyez, alors peut-être qu'il y a des stéréotypes, hein, mais enfin, en tout cas, au moins, il y a des stéréotypes. Et qu'il dit que, ben voilà, il y a, pour certaines personnes, les mathématiques, et ça, vous avez des enfants, et vous allez, et quand on est pédopsychiatre, on voit ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles des apprentissages, les 10, etc., etc., mais que pour les problèmes d'apprentissage des nombres, en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on dit, c'est que pour certains enfants, le nombre est violent. Le nombre est violent, que 2 plus 2 fasse 4, et que ça soit indiscutable, c'est quelque chose d'insupportable. Voilà. Et à contrario, vous avez des adolescents qui arrivent à s'étayer dans leur adolescence par la solidité des mathématiques. Et je trouve que c'est plus tellement à la mode de décrire les 10 comme ça, mais c'est parfaitement pertinent. Et vous allez voir, bien entendu, qu'en fait, l'opérationnalisation est aussi un mécanisme de défense contre l'angoisse de ne pas savoir ce qu'on dit, à cause de la polysémie, etc., etc. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même quelque chose de fort. Et alors, d'où ça vient? Moi, je pense que ça vient... pourquoi les humains seraient comme ça, puisqu'on a l'impression que ça traverse tout? Ça vient vraisemblablement du fait qu'on parle. Et que dans le langage, il y a une syntaxe, et qu'il doit y avoir des mécanismes neurobiologiques qui font que ben, la syntaxe, quelque part, a des aspects durs. Vous voyez, hein, l'opposition verbo-nominale, etc. Il y a des invariants, il paraît, il y a des invariants linguistiques, sujet, verbe, complément. Alors, il y a des langues où il n'y a pas forcément sujet, verbe, complément, mais enfin, quand même, ça existe dans beaucoup de langues, comme si quand même le langage obéissait à quelques règles qui sont très fortes et qui du coup structurent beaucoup notre pensée. Et même si après on peut jouer avec le langage, quand même dans le noyau du langage, il y a quelque chose de dur et les mathématiques s'articulent autour de ce noyau dur du langage pour en faire quelque chose d'extraordinairement compliqué. Et donc, ben voilà, alors bien sûr, après, nous sommes aussi des mammifères qui voyons, qui sentons, etc., qui avons des intuitions, etc., mais on a les deux, voilà, on a les deux.
du symbolique et d'imaginaire, pour le dire avec le jargon que vous connaissez, hein, mais ça marche quand même pas si mal que ça. Donc on est comme ça. Alors on est comme ça, mais du coup je pense, après, que les sociétés, au fur et à mesure que les siècles passent, s'organisent d'une façon ou d'une autre à partir de cette tension entre la logique et l'intuition. Et qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui, vous avez remarqué quand même, qui subit des bouleversements extraordinaires. Hein. On va y venir dans le détail puisqu'on a un peu de temps et que ça mérite là aussi de prendre du recul par rapport à tout ce qui nous arrive et comment ça s'articule avec cette volonté d'opérationnalisation. Alors, avant, c'est-à-dire il y a plusieurs siècles, alors je caricature à l'extrême, mais vous voyez, avant, dans les sociétés, il y avait un dieu, il y avait un roi, en France, hein, il y avait Dieu, il y avait le roi qui était nommé par Dieu, hein, et la société était organisée autour d'un imaginaire commun, et puis voilà, et puis la science, il y avait des scientifiques, hein, mais ils étaient dans leur coin, ils n'avaient pas tellement le droit de parler par rapport au curé. Donc l'opérationnalisation, ça ne devait pas être le fort à l'époque. Hein. D'ailleurs, regardez comment était construite la médecine, c'était quand même pas très opérationnalisé. Hein. Il y avait Hippocrate, Aristote, etc. Et on leur faisait dire un peu ce qu'on voulait. Et il y a eu un changement progressif, mais qui symboliquement arrive au XVIIIe siècle, c'est la modernité. Avec progressivement les gens qui commencent à dire, en médecine et ailleurs, et Galilée, etc., que finalement Dieu, c'est discutable, plus ça va, moins on dit qu'il existe vraiment, ou alors c'est une commodité de langage, et puis arrive un savoir un peu objectif, avec des expériences, avec la science, quoi. Et puis voilà, et donc il y a un philosophe français, Auguste Comte, qui est à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, qui, pour beaucoup de gens, pose un peu un cadre épistémologique à ce qui se passe autour de la modernité avec le positivisme. D'ailleurs le mot, vous voyez, le mot résonne très fortement aujourd'hui, avec le fait qu'il dit que le savoir évolue. Au début c'est un savoir théologique, c'est-à-dire les gens ont une pensée magico-religieuse. Après, elle devient métaphysique, c'est-à-dire qu'on voit que la religion, ce n'est pas forcément l'idéal, mais qu'on va inventer des concepts, les théories des humeurs en médecine, des choses comme ça. Et puis après, on est positif, c'est-à-dire on fait des expériences. Et alors, en fait, la compréhension du monde s'articule autour de la matière, des forces, des lois. Et alors, vous voyez, je suis sûr que quand je vous dis ça, la compréhension du monde, c'est la matière, des forces, des lois. Quand on dit ça, c'est très difficile de dire que c'est pas vrai. C'est que la matière, elle est là, nous sommes de la matière, et en dehors de la matière, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a le temps, l'espace, enfin bon, c'est juste des référentiels pour dire où est la matière. Après, il y a des forces, oui, c'est-à-dire là, on agit sur la matière, et puis il y a des lois. Vous voyez, c'est dur si vous dites non, ça ne suffit pas, mais alors si ça ne suffit pas, il y a quoi à la place? C'est qu'on est vraiment conditionné par ça, et pourquoi on est conditionné par ça? Parce que ça a été extraordinairement efficace. Et donc il y a des épistémologues qui disent que la façon de décrire l'univers, et même l'humain, et même la pensée, puisque quelque part dans les sciences cognitives, il y a ça, hein, il y a des lois, il y a un cerveau avec des synapses, etc. Et je ne dis rien contre les sciences cognitives, c'est juste une constatation. Dans les sciences cognitives, le sujet est un système traitant de l'information. L'information est traitée par un cerveau, et on comprend le cerveau. Dans le cerveau, il y a des lois. Vous voyez, on est dans l'épistémologie positive, et voilà. Pour le meilleur et pour le pire, mais c'est comme ça. Et donc, c'est extraordinairement puissant, et on dit qu'il y a une puissance mentale et matérielle, c'est-à-dire en termes de
réduction conceptuelle, c'est magistral. C'est-à-dire que ça explique tout en 3 mots. Et ça, c'est écrasant. Donc, il y a une puissance mentale et une puissance matérielle. Faut être honnête, depuis le 19e siècle, les humains ont fait des progrès, ils vont sur la Lune, ils fabriquent des vaccins ARN, et voilà. Et des smartphones. Et des TGV qui m'ont permis d'arriver ici. Donc, et ça vient du fait qu'il y a de la matière, des forces et des lois. C'est grâce à ça. Hein. Donc c'est extraordinairement puissant. Alors, ça a eu des effets collatéraux, là aussi, et cognitifs, hein, qu'on sous-estime, c'est qu'à partir de ça, eh bien, on a mis des mesures partout. Parce que comme il y a de la matière et des lois et des forces, il faut des nombres, donc des mesures. Et en fait, le fait de mettre des nombres et des mesures, ça a un effet complètement inattendu, qui est que tout est universel, parce que les nombres sont partout les mêmes. Oui. Quand il y a des nombres, quand il y a du temps qui est mesuré en secondes, d'une seconde à l'autre, l'espace de temps est le même. Et donc, voilà, le temps c'est ça. Alors que, bien entendu, dans votre vie, toutes les secondes ne se valent pas. Enfin, il y a plein de philosophes qui ont écrit ça, c'est juste une évidence. Hein. Par moment, vous perdez votre temps, par moment, vous rencontrez quelqu'un et dans cette rencontre, votre vie change et le temps est devenu d'une densité absolument incroyable et qualitativement, il n'a plus rien à voir avec ça. Ça, c'est romantique. Alors, j'ai l'air d'être ironique, donc je me plains, mais c'est aussi une constatation anthropologique. Hein. Aujourd'hui, le temps, c'est d'ailleurs mon chronomètre marche. Voilà. J'ai parlé depuis 22 minutes. Et l'espace, c'est pareil. L'espace, c'est des nombres. Et du coup, tout est devenu un peu universel. Et là aussi, pour le meilleur et pour le pire. C'est que du coup, il y a eu la déclaration des droits de l'homme, déclaration universelle des droits de l'homme, au même moment. Hein. Tous les hommes sont égaux. Ce qui est très bien. C'est là aussi. La pensée de l'universalisme, qui est inscrit un peu dans la démarche scientifique et positive, a conduit à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est fantastique, et alors, du coup, vous savez, comme on est tous égaux, on est tous identiques. Parce que c'est comme ça. Si 2 est égal à 2, 2 est identique à 2. Et donc, du coup, derrière la modernité, il y a le fait qu'on est identique. Alors, tout ça en plus, c'est Auguste Comte, je pense. D'ailleurs, c'est pas moi qui le pense, hein, c'est même les Anglo-Américains considèrent que c'est un moment très fort dans l'évolution de la pensée contemporaine. Et ça s'est solidifié avec ce que vous connaissez, qu'on appelle le positivisme logique, c'est-à-dire que c'est le cran encore au-dessus. C'est début du XXe siècle. D'ailleurs, à Vienne, au même moment, d'ailleurs, on va revenir au même moment où celui dont on a cité le nom tout à l'heure est dans la même ville, c'est comme Voldemort dans Harry Potter, hein, celui dont on ne prononce pas le nom. Donc, il y a, comment on doit organiser les connaissances autour de 2 mots-clés, l'empirisme et la logique. Et ça construit la recherche d'aujourd'hui. Donc, en fait, le savoir vient soit de l'expérience, de l'observation protocolisée, soit de la logique, c'est-à-dire, la logique ne travaille que sur des tautologies, donc des assemblages de symboles qui n'ont aucun sens. Et donc, finalement, le sens ne vient que de l'observation concrète de la réalité. Et là, et plein de collègues pourraient dire, oui, c'est juste vrai. C'est juste vrai, puisqu'en fait, notre savoir vient de nos perceptions et nous les assemblons avec la logique. Oui, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, en fait. Et c'est difficile de le dire, c'est qu'en fait, chaque fois que vous faites une expérience, c'est vous qui observez, et c'est vous qui êtes d'abord là. Et la réalité, elle est seconde. Toute observation est faite par un sujet.
Sans sujet, il n'y a pas d'observation. Le sujet préexiste à l'observation. Le sujet préexiste à l'expérience. Et il est condition nécessaire de l'expérience, et il la biaise. C'est-à-dire, son observation, c'est lui qui l'a fait en tant que sujet pensant. Et ça, c'est vraiment étrange de vous voyez, le fantasme de neutralité, c'est devenu une tâche aveugle, le sujet disparaît du radar de la réalité, avec d'ailleurs le fait que dans nos sociétés, quelque part, il n'y a plus d'intériorité. Ou alors, elle existe, mais elle n'est pas sérieuse. Vous voyez, c'est que dans le monde, d'ailleurs, dans le monde académique, il n'y a plus d'intériorité. Puisque la recherche académique, vous me direz, il y a quand même un sujet pensant, il y a quand même des psychologues universitaires, etc. Mais oui, mais le paradigme scientifique qui prédomine aujourd'hui dans l'étude du sujet en tant que sujet pensant, c'est le paradigme cognitif, où le sujet pensant est un sujet traitant l'information, c'est pas une intériorité, ça. Et là, encore une fois, je dénigre pas du tout la psychologie cognitive, c'est un paradigme, c'est-à-dire ça permet d'acquérir des connaissances, et ça marche très bien. La psychologie cognitive, en tant que discipline, en tant que paradigme scientifique, ça marche extraordinairement bien. Mais ça a un présupposé fort, c'est que, vous voyez, si je suis un système traitant l'information, c'est l'information qui est là, et moi qui l'analyse. C'est pas le sujet qui préexiste, et qui est possiblement dans un monde qui lui transmet des informations. Mais en fait, à la limite, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'à la limite, je ne sais pas si vous existez. C'est peut-être que je suis seul à fantasmer, comme dans Matrix, le film, peut-être que je suis seul à fantasmer un truc et que vous n'existez pas. Vous voyez, et cette interrogation est profonde. Peut-être que je suis seul. Et si je vous dis ça et que vous êtes psychologue, c'est que souvent, on se dit qu'on est seul. Hein? Et alors c'est quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, entre nous, on y reviendra, peut-être qu'on se le dit de plus en plus souvent. Alors, donc, il y a ça, le fait qu'il y a un déni d'intériorité, et là, on commence à voir un premier clivage. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont un discours dans la vie de tous les jours, extrêmement rationnel, carré, etc., et qui vont faire des cures de détox dans les Alpes. Vous voyez, en buvant des trucs où il y a des infusions de machin, etc., et pourquoi pas, et d'ailleurs très bien, mais vous voyez le clivage total qu'il y a entre ce qu'ils sont quand ils sont sérieux et ce qu'ils sont quand ils se retrouvent eux-mêmes. Mais comme vous êtes clinicien, je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. Alors, il y a aussi un truc qui finalement qui va intéresser beaucoup. Donc c'est comme ça, voilà, c'est devenu comme ça. Et quasiment au même moment, eh bien, cette pensée positive a infiltré le monde de l'industrie, avec d'ailleurs ce que les anglo-américains appellent le scientific management, et que nous on appelle le taylorisme. C'est-à-dire qu'au même moment, il y a eu la révolution industrielle, etc., etc., et il y a des gens qui se sont dit, eh ben, on va appliquer ça au monde de l'industrie. Et vous voyez, progressivement, ça s'étend dans tout. Alors, il y a eu des résistances. Il y a eu des résistances, bien sûr, qu'on peut appeler la postmodernité. C'est-à-dire qu'au même moment, fin du 19e siècle, il y a, alors on cite traditionnellement Nietzsche, Marx, Freud, qui s'insurgent contre cette pensée moderne. Nietzsche en disant que le vrai n'existe pas. Je ne suis pas philosophe, hein. Moi, je dis juste ce que les gens disent de ces auteurs. Hein. C'est histoire d'échanger. Hein. Le vrai n'existe pas, il n'y a que ponctuellement des choses que je dis et qui font sens dans notre échange, mais que le vrai intrinsèquement n'existe pas. Marx, il dit que l'universel n'existe pas, il y a les classes sociales. Et puis Freud, il dit que la rationalité, c'est compliqué, que parfois je fais des choses qui vont à l'encontre de ce qui serait apparemment utile pour moi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'irrationalité. Si je fais des choses qui vont contre ce que je devrais faire, c'est que c'est pas rationnel. Mais là, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Voilà.
Et donc du coup, il y a un courant contraire, dit postmoderne, qui va là aussi cliver, et qui va cliver le monde de la psychiatrie. Hein. Dès le début du XXe siècle, la psychiatrie va s'opposer entre Kraepelin et Freud, quelque part, entre ce qui va devenir la psychiatrie biologique et une psychopathologie clinique, pour nous, pédopsychiatres. Alors, moi j'appelle ça un premier choc psychotique. J'aime bien le concept de psychose. Donc vous voyez, c'est que tout d'un coup, il y a un choc de structuration du sens dans la société. Avec d'un côté quelque chose de très positif, de carré, d'universel, avec des lois, etc. Et de l'autre côté, un truc qui explose complètement avec quel est le sujet? Qu'est-ce qu'un sujet? Voilà. Le ça, le moi. C'est les identités, etc. On ne sait plus qui. Alors, tout est riche, les identités, etc., etc. Et les deux cohabitent en même temps. Et bien sûr, c'est très difficile de cognitivement être dans un monde où deux choses aussi différentes subsistent. Et ça fait un choc psychotique. Les choses ne s'arrêtent pas là. Ça va encore se compliquer. Ça va encore se compliquer tout récemment. C'est qu'il y a ce qu'on appelle l'hypermodernité, depuis, je dirais, les années 80, avec l'informatique qui est partout, avec le fait que tout, avec les avions, c'est-à-dire que tout va plus vite à la puissance 10, 1000, etc. Quoi. Tout est global, mondialisé, etc. Et c'est vertigineux. Là aussi, c'est un truisme que de le dire, mais avec quelque chose qui s'est passé et qui n'était absolument pas prévu, c'est que le fait que grâce aux facilités de communication, on a un langage commun grâce à Netflix qui est l'anglais, tout le monde parle anglais, donc tout le monde, Wikipédia, tout le monde peut comprendre tout, etc., etc., tout est globalisé, et pourtant, les identités deviennent de plus en plus fortes. Il y a de plus en plus de micro-villages au sein de la société. Et ça, c'est très intéressant à comprendre parce que ce n'était pas du tout évident. Et en fait, ça vient vraisemblablement du fait que, les humains dans les sociétés sont fondamentalement en compétition depuis toujours pour la reproduction. C'est-à-dire que si nous évoluons en termes biologiques, c'est que, vous êtes au courant, hein, c'est que c'est les gènes de ceux qui sont les plus adaptés à l'environnement du moment qui vont se transmettre le plus, c'est comme ça que la vie fonctionne. Hein. Et donc il y a une compétition entre les êtres vivants, et le fait qu'il y ait des compétitions entre les êtres humains, c'est juste une évidence. Hein. Alors nous on sublime, c'est pas que pour la reproduction, mais encore que, hein, c'est que ça marche toujours. Et sauf que, comme nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de collaborer ensemble. Et c'est très fort, nous sommes profondément sociaux par rapport aux autres mammifères. Hein. Regardez, on arrive à vivre des millions comme ça, grâce au langage, aux communications, etc. Donc, il y a deux forces, une force centripète, une force centrifuge, une qui vise à la compétition, l'autre qui vise à l'union. Et donc tout ça, ça interdit le fait qu'il y ait un village global terrestre, quoi. Parce que la compétition est là. Et donc du coup, on se fabrique en communautés qui sont en compétition les unes avec les autres. Et donc c'est la réalité. Alors à propos de réalité, il y a aussi ce qu'on décrit aujourd'hui sous le terme d'hyper-réalité, que je trouve, c'est des auteurs, d'ailleurs pas mal français, qui disent ça, qui disent que nous sommes envahis par le symbolique. Et, oui, c'est-à-dire que, voilà, ça, c'est des nombres, hein. C'est que des nombres. C'est un ordinateur, quoi. Et puis quand on se voit en zoom, tout ça, maintenant, c'est une image qui est avec des pixels, hein.
Et d'ailleurs, vous savez que ça ne fait pas le même effet quand on se rencontre sous forme de pixels et quand on se rencontre sous forme de vrais sujets. Et là aussi, je ne dis pas que c'est mal, je ne suis pas c'est un vieux ringard, il a peur des visios. On sait aujourd'hui qu'il y a des modalités de prise en charge psychothérapeutique qui peuvent se faire mieux par visio qu'en face à face. Donc c'est pas que c'est pire, c'est différent avec, voilà, ça bouge, avec le meilleur et le pire. Le meilleur et le pire. Le cyberespace, le métaverse, le transhumanisme, quand même, c'est pas rien. Hein. Avoir comme idée qu'on pourrait se transplanter dans un ordinateur complètement, il y a des gens très riches qui pensent ça vraiment. C'est quand même, quand on y réfléchit, vous vous rendez compte quand même de ce que ça veut dire sur l'humanité. Et puis, et les algorithmes. Hein, on dit que les algorithmes sont partout. Ben, c'est vrai. Qui ne se sert pas de Google régulièrement? Ben, quand vous rentrez, quand vous vous posez une question, vous allez sur Google, eh ben, c'est un algorithme qui vous répond. Et vous, eh ben, plus ça va, plus vous vous adaptez à l'algorithme, puisque c'est lui qui vous parle. Hein. Et puis ben, la bureaucratie. La bureaucratie, vous avez remarqué, hein, c'est des algorithmes, c'est-à-dire de plus en plus, il y a des anthropologues qui écrivent ça, il y a un livre très intéressant qui s'appelle L'effondrement des sociétés complexes, qui étudie les Mayas, les Romains, etc., et qui montre que au début, la bureaucratie permet d'augmenter les performances d'une société, et après, elle s'autonomise, elle travaille pour elle-même, et que les rendements deviennent négatifs, c'est-à-dire qu'elle vit que pour elle-même aux dépens du reste, et la société finit par s'effondrer. Alors, c'est discuté. Ça nous arrange bien, nous, parce que comme ça, on peut dire du mal de l'administration hospitalière. Mais quand même, c'est vrai qu'on est obligé de constater qu'il y a un carcan symbolique de plus en plus fort et avec une espèce du coup de conditionnement global à la pensée logico-mathématique. Moi, je trouve que l'on vit avec les enquêtes en ligne. Vous voyez tous, on reçoit quoi, une fois par jour, cliquez ici pour répondre à l'enquête de l'université, de l'hôpital, de la direction des impôts, etc., etc. Et donc, êtes-vous un homme ou une femme, déjà? Donc, ça ou ça. Après, quel âge avez-vous? Quel est votre nom? Quelle est votre formation? Et si vous ne répondez pas, tant que ça s'arrête, vous devez répondre, sinon vous ne passerez pas à la question suivante. Et parfois, vous devez cocher une case parmi, vous voyez, un menu déroulant, il y a 5 possibilités, vous devez choisir parmi les 5 possibilités. Hein, et on voit des gens malheureux de remplir des questionnaires comme ça. On voit des gens malheureux parce que quelque part, quelque chose structure leur esprit sous la forme d'un algorithme contre lequel on ne peut pas aller. Surtout si c'est déclarer ses impôts en ligne, vous n'avez pas le choix, vous devez les déclarer, et vous devez les déclarer comme ça. C'est juste pas de solution. Et alors bien sûr, là aussi, ça a plein d'avantages. Hein. Il y a moins d'erreurs de saisie, ça va plus vite, etc. On répond plus vite, on remplit plus vite sa déclaration d'impôt maintenant qu'avant. Donc moi je ne dis pas que c'est mal, hein, mais que c'est psychologiquement pas du tout neutre. Pas du tout neutre. Et bien du coup, on se trouve dans une société bizarre. C'est que en fait, avant, qu'est-ce qui faisait société? Il y avait Dieu, donc, etc. Bon, c'est un peu le cas, mais beaucoup moins qu'avant. Il y avait, alors après, il y avait la télévision, et il y avait la première chaîne, alors, qui avait un pouvoir d'unificateur du psychisme très fort. Hein. Les gens regardaient le même programme, au bureau le matin, ils parlaient du même programme, vous voyez, ça faisait un lien très fort. Bon, avec 2-3 chaînes, c'est pas très différent. Aujourd'hui, c'est juste... c'est plus comme ça. Du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste l'argent. C'est des nombres.
Il reste les lois. On est dans un pays où il y a des lois, on doit suivre la loi. Ça devient d'ailleurs de plus en plus difficile, mais il y a des lois. Et du coup, et il y a des contrats. Je trouve qu'il y a des contractualisations de tout. Et on en arrive. Alors, contractualisation du soin, opérationnalisation du soin. Voilà. Pour un diagnostic d'autisme, il faut faire la DI et la DOS. À l'issue de la DI et de la DOS, vous pourrez dire que le patient est autiste ou pas. Alors, on est en train de un peu revenir là-dessus. C'est là qu'on voit. Mais pendant un temps, ça a été exactement ça. Et c'était curieux de discuter. Donc, étant statisticien, je m'intéresse à la validation des tests et des trucs comme ça. Et j'ai rencontré des cliniciens qui me disaient, mais quand même, j'ai vu un patient, l'ADI dit que c'est pas un autiste, mais pour moi, c'est un autiste. Et alors, je suis embêté. Ben oui, vous avez le droit de dire, vous êtes un clinicien, vous avez le droit de faire un diagnostic. C'est votre droit. Voilà, c'est même quasiment une position éthique. Vous avez le droit de faire un diagnostic. Alors après, si l'ADI ne dit pas la même chose, c'est intéressant. Du coup, pourquoi l'ADI ne dit pas l'autisme alors que vous le pensez? Et réciproquement. Il y a de la souplesse. Mais quelque part, la MDPH, on en parlait tout à l'heure, la MDPH, vous êtes obligé de remplir, de mettre un mot, sinon il n'y a pas d'argent. On voit, il y a une contractualisation. Et qui va même, là, on entend de plus en plus, même des contractualisations de la sexualité, avec, finalement, on se rencontre à la fin d'une soirée, on va avoir un rapport sexuel, et du coup, avec la question du consentement, et encore, qui est une vraie question, je ne dis pas que la question du consentement dans la sexualité est une fausse question, c'est une vraie question ultra compliquée. Mais de dire que la solution, c'est une contractualisation de ce qu'on va faire tous les deux quelque part, ça mérite quand même d'y réfléchir, quoi. C'est pas sûr que ça soit la solution. Donc on en est là. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a des effets positifs. Là aussi, il faut accepter que même si ça nous fait souffrir, certains d'entre nous, parce que certains d'entre nous, c'est ce que je vous disais au début, certains d'entre nous sont étayés par les mathématiques, par une pensée logico-mathématique un peu rigoureuse, et ils se sentent bien là-dedans. Et puis d'autres, pour qui c'est douloureux, et du coup, ils vont avoir du mal à vivre dans cette société. Donc il y a du bien, il y a du moins bien. Alors parmi le bien, la contractualisation, ça a du bien. Voilà. Ça permet d'éviter les non-dits. Alors les non-dits, ça a du bien, mais ça a du mal aussi, de ne pas dire les choses. Donc là, au moins, on les écrit, on peut dire, tu vois, tu avais écrit ça, donc tu ne l'as pas fait. Donc tu as tort. Vous voyez, c'est aussi logico-mathématique. Et ça, il peut y avoir moins de violence physique. D'ailleurs, c'est un peu le cas. Il y a moins de violence physique, mais ça se translate vers ce qu'on peut appeler une violence symbolique. Mais une violence symbolique, de mon point de vue, c'est moins grave qu'une violence physique. Ça, je l'assume, c'est discutable, mais pour moi, c'est important. La violence physique, c'est plus grave que la violence symbolique. Donc, il y a des... et puis, grâce aux identités, etc., il y a plus de liberté. Pour nos adolescents, on voit plein d'adolescents qui sont bien dans la fluidité de tout un tas de trucs. Voilà, ils sont reconnus comme ça, comme ci, etc. Alors, pas tous, bien sûr. Certains vont bénéficier de ça. Pour d'autres, c'est plus difficile. Il y a à la fois, oui, de cette hypercommunication numérique, il y a quelque part une incommunicabilité de l'intime que vous devez voir. Il y a de plus en plus de mal, quelque part, à parler au niveau de l'intime, avec la procéduralisation fait croire que en explicitant tout de façon monosémique, on va arriver à se comprendre. Et bien sûr, ça ne marche pas comme ça en pratique. Et donc, on voit une incommunicabilité, y compris alors, au niveau de cliniciens et de patients, mais même au niveau dans la vie de tous les jours, même au sein de couples, de jeunes couples, où pourtant tout marche bien, ou avec leurs enfants, tout a l'air de marcher sur le papier, mais en réalité, ça ne marche pas, et on ne comprend pas pourquoi.
Et puis, ben, il y a quand même un défaut, ce que les sociologues appellent l'anomie, c'est-à-dire que ben, il n'y a plus de référentiel qui permet d'étayer une société. Et donc il y a une espèce de dissolution des gens dans une espèce de chaos digital informe, et que du coup, ben, c'est difficile de se... Alors pour certains, ben, certains sont très bien avec ça, et d'autres ben, se trouvent mal, et ça conduit... Alors ça conduit à des mécanismes de défense, pour certains, qui relèvent de l'obscurantisme. Et là, on a vu ça pendant l'épidémie de Covid. Alors c'est très, très intéressant parce qu'il y a un double obscurantisme. D'un côté, ben, il y a la post-vérité, Trump et compagnie. C'est quand même hallucinant que le président des États-Unis, enfin, qui est quand même un pays extraordinairement développé, élise quelqu'un comme ça. Enfin, c'est fascinant. Donc la post-vérité. Et puis, de notre côté, le scientisme. C'est-à-dire, comme mécanisme de défense, eh bien, je suis perdu dans ce monde, je ne comprends plus tous ces chocs psychotiques me déstabilisent complètement, et je me défends en étant scientiste. C'est-à-dire, ben, finalement, tout est simple. Il y a des procédures qui font que la vie est simple. Alors, ben, du coup, on observe des choses bizarres. On observe ce qui se passe dans le soin aujourd'hui et l'émotion que j'ai sentie au début, c'est-à-dire que ben, quand on voit comment évolue la société, comment évolue le soin, et que on sait que c'est pas comme ça, que ça devrait se passer complètement, eh ben, on est en souffrance. Et on est d'autant plus en souffrance que cette opérationnalisation est douloureuse pour le sujet, parce qu'il n'est pas fait, ce sujet-là n'est pas fait pour vivre, enfin, c'est complètement égodystonique. Et puis on voit ça à l'université avec une déqualification complète des sciences humaines et sociales. Ça change un peu, là aussi. J'ai un biais d'optimisme, hein. Je suis fondamentalement optimiste, mais c'est quand même un peu vrai. Il y a une déqualification des sciences humaines et sociales à l'université. Alors on observe des choses aussi que je trouve très intéressantes, c'est que, qui montrent le clivage. Je vois beaucoup de collègues très carrés dans leur tête, qui au moment où ils ont un enfant qui va mal, ou au moment où ils s'approchent de leur retraite et de leur fin de vie, qui changent complètement de discours et de position par rapport à leur représentation du monde. Et où on voyait que c'était manifestement défensif, quoi. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a un lâchage complet. Disons là, récemment, un collègue très, enfin, très haut niveau dans l'État, etc., très carré, et qui, à l'approche de la retraite, se lance dans une formation à l'hypnothérapie, etc. Et qui a l'air rayonnant. Et même des camarades de promotion, hein, qui étaient cadres supérieurs, dirigeants de grandes assurances, et qui font de la psychanalyse jungienne, et qui s'en trouvent très bien. On voit des espèces de shifts incroyables qui montrent à quel point il y avait des tensions à l'intérieur d'eux, hein, sur ce qu'ils étaient. Et je vois ça même auprès de directeurs d'hôpitaux. C'est très intéressant. Beaucoup de directeurs d'hôpitaux sont en souffrance. Ils sont en souffrance, et c'est très drôle. Lors de CME, par empathie, je dis, mais vous savez, enfin, les collègues se plaignaient, ah oui, la direction, voilà, on a des contraintes de reporting, etc. Je dis, mais vous savez, eux aussi, ils ont des contraintes, ils ont l'ARS, etc. Et eux, ils sont complètement conditionnés, hein, quand on est dans l'administration, où c'est complètement pyramidal au-dessus. Et quand au-dessus, vous avez le ministère qui dit à l'ARS, qui dit, etc., bah, ils doivent obéir. Et au fond d'eux-mêmes, c'est pas toujours simple. Et je vous garantis, le collègue directeur d'hôpital était complètement... il était éclairé, il dit, ah, finalement, on m'aime. On m'a compris, quoi. C'était... non, mais certains vont... Et puis, ça imprègne, tout ça imprègne le champ de la psychopathologie, où il y a un discours opératoire
qui imprègne le soin, mais au plus profond, et même avec, par exemple, moi, un truc qui me fascine, c'est la notion de troubles neurodéveloppementaux, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'arrive à la fin, c'est aussi extraordinairement étrange de voir comment ce vocable a eu un tel succès alors qu'il est manifestement antipsychiatrique, puisque on organise en gros des troubles psychiatriques avec un vocable qui est neurologique. C'est manifestement antipsychiatrique. Donc j'en arrive à la fin. Alors l'intitulé, c'est comment réagir par rapport à ça. Alors bien sûr, beaucoup de collègues font du syndicalisme, écrivent des tribunes dans le monde, etc., etc. Très bien. Alors, nous sommes dans une démocratie. Nous avons le droit et le devoir de dire que, en tant que soignant, alors si vous le pensez, que c'est grave, etc., etc., il n'y a pas de souci. Alors après, bon, notre rôle dans la démocratie est aussi limité. Après, nous devons aussi le gérer, nous, en tant que sujet, et nous devons faire comme un clinicien, c'est-à-dire nous devons nous protéger contre ça. Parce que c'est un principe de réalité. C'est-à-dire, si nous devons vivre avec ça, ben, c'est comme ça. Et donc, comme on a un patient en thérapie, ben, il n'est pas facile, mais il faut être avec lui. Et il faut que nous, ça fait partie de notre métier, de nous adapter à cette difficulté. Et donc, quelque part, même si en tant que citoyen, on doit donner notre avis, eh bien, en tant que soignant, c'est à nous de souffrir le moins de ça. Alors, comment? D'abord en ayant un peu de recul par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, si je suis en souffrance par rapport à ça, est-ce que c'est que du fait de la société? Ou est-ce que c'est moi qui ai du mal avec ça? Et jusqu'à quel point le mal que j'ai, il est entendable ou pas? Jusqu'à quel point? Parce que le mal est entendable, mais est-ce que je peux me poser la question de, finalement, est-ce que j'ai pas tort d'aller aussi mal que ça? Peut-être que je ne vois pas parce que je n'ai pas envie de voir que la protocolisation a aussi du bon, parce que la protocolisation a aussi du bon. Et après, il y a le lâcher-prise. Hein. Voilà. C'est chiant, mais on va faire avec. Ça va passer, parce que ça va passer. J'en suis absolument sûr. D'ailleurs, on commence à voir déjà, je crois, des changements. Là, le pire est derrière nous, je pense. Oui, je suis. Le support social, c'est-à-dire il faut qu'on soit ensemble, oui, en discutant ce qu'on fait là. C'est-à-dire il faut en discuter au sein des équipes, de se dire « Ah, quand même, c'est chiant, ouais, mais d'accord, mais pourquoi? Et alors vous voyez, au moins se supporter ensemble, c'est... Et puis, ce que je vous disais, après, si on trouve que c'est absurde, l'absurde a une certaine forme d'esthétique. Et je vous remercie pour votre attention.